Bienvenue à ce quatrième webinaire qui est préparé conjointement avec Alain Huot, Maud Loiseda et Roula Achiti. Et en même temps, c'est elles deux qui vont nous présenter, nous proposer une thématique pour ce midi. Je rappelle en fait la dynamique de ce webinaire qui se veut avant tout dialogique. Et donc, si vous avez des suggestions, si vous les souhaitez animer un webinaire prochainement, faites-le nous savoir. Il suffit de renvoyer un message. Ça nous permettra d'enrichir le programme. L'idée d'avoir un moment de dialogue entre professionnels et chercheurs en administration, gestion de l'éducation sur des questions actuelles. Je vais tout de suite partager mon écran parce que l'idée, c'était de vous présenter ça avec les personnes. Voilà, je vais vous raccourcir sur l'écran et présenter nos deux chères conférencières d'aujourd'hui. Alors, il s'agit de Maud Loiseda, de la Haute École pédagogique du Vaud en Suisse. Maud a réalisé son doctorat à l'UQO, à l'Université du Québec en Outaouais, je vois, à Trois-Rivières, pardon, avec l'Université de Montréal et dans le champ de l'administration scolaire. Elle est maintenant chargée d'enseignement à la Haute École pédagogique spécialisée en administration scolaire, psychologie organisationnelle, développement professionnel, et elle s'intéresse particulièrement aux relations entre le sentiment d'efficacité personnelle lié au travail, le leadership transformatif et la disposition à résister au changement. Elle va nous en parler ce midi. Elle s'est jointe à Roula Achiti, elles nous ont préparé ça ensemble. Je pense que ça va être vraiment très intéressant. Roula, elle était enseignante dans l'enseignement primaire, directrice adjointe dans une vie antérieure, avant de réaliser une thèse à l'Université de Laval dans le domaine de l'administration et de l'évaluation en éducation. Elle est actuellement professeure à l'Université du Québec en Outaouais, en leadership et gestion d'éducation, et ce depuis 2020. Ses travaux de recherche portent sur le leadership des directions d'établissements scolaires et spécifiquement sur le mentorat, les compétences émotionnelles de ces directions. Elle s'intéresse également au bien-être des directions ainsi qu'au développement d'une culture organisationnelle basée sur la bienveillance. J'ai bien tout dit, je pense, à votre égard. On va commencer tout de suite puisque nous avons un temps quand même un peu serré. Alors, la dynamique du webinaire, elle se veut dialogique, donc dans un dialogue. Et donc, on va d'abord vous donner la parole. Donc, j'ai mis l'heure chaque fois québécoise et européenne, en tout cas celle d'Europe, on va dire Bruxelles. Je me suis basée sur Bruxelles et les environs. Donc, on va d'abord donner la parole au public et vous avez là 10 minutes pour qu'on puisse vraiment vous entendre autour de la thématique, attendre vos attentes, vos expériences, vos questionnements. Et puis, on donnera la parole aux chercheurs. On passera une deuxième question. De nouveau, on va vous passer la parole avant qu'elles nous donnent des éléments de leur recherche. Et puis, dans un troisième round, par contre, on va d'abord leur donner la parole et puis on terminera avec vous pour en réaliser la synthèse et voir des perspectives qui s'offrent à nous. Alors, le questionnement qu'elles nous ont préparé là pour entamer ce webinaire, c'est quel leadership adoptez-vous pour mieux faire accepter et accompagner le changement? Si vous êtes plutôt du côté de la recherche et moins dans la mobilisation et la gestion d'équipe, quels sont les concepts ou quelles sont les idées du leadership à adopter pour mieux faire accepter et accompagner le changement? Donc, on va se prendre là 10 minutes pour en parler avant de les écouter sur leurs résultats de recherche. Alors, l'idée, c'est de ne pas prendre 10 minutes du temps à partie, mais vous avez du temps pour exprimer votre pensée. Présentez-vous succinctement pour comme ça on fait en même temps connaissance entre nous. J'arrête le partage. Vas-y, Jules.
Bonjour, Jules Roch. Je suis prof en admin de l'éducation ici au Manitoba. Je vous remercie pour cette belle occasion de rencontre et d'échange. Moi, bien que j'ai quitté le terrain il y a déjà 17 ans, mais j'ai passé du temps en admin scolaire ici et ailleurs et à différents niveaux. Mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense à la question, et je crois, je ne suis pas retourné voir la source, mais je crois que c'est Follin qui m'a inspiré il y a longtemps à naviguer entre l'équilibre entre on vous informe, on vous encourage et on vous oblige en traînant doucement le groupe vers le changement. Alors, c'est un peu faire appel à la fois à la tête pour convaincre au niveau d'études et ensuite trouver tous les moyens pour motiver, encourager et finalement partir avec ceux et celles qui sont à bord. Bref. Merci. Mais comment vous faites, peut-être si vous avez l'expérience du terrain? Il y a 2, 3 personnes qui sont plus sur le terrain que dans les bureaux, on va dire ça comme ça. C'est le moment qui vous est imparti. Oui, Manon. Présente-toi succinctement. Oui, bonjour, Manon Fortin. Alors moi, je suis du Québec. Je suis actuellement coordonnatrice des ressources régionales de soutien et d'expertise. Donc, mon rôle est de piloter une équipe qui déploie des services dans 9 centres de services scolaires dans la région de la capitale nationale. Je viens de passer, je reviens de 5 ans au ministère de l'Éducation. Et actuellement, j'étudie justement avec Caroline au diplôme de 3e cycle à l'Université de Sherbrooke. Et je dirais que ma stratégie est un peu aussi dictée de Follin qui disait que quand on doit piloter un changement, la première étape, c'est de le décomplexifier. Donc, de le rendre simple et visible aux yeux de ceux qui vont avoir à le vivre. Mais je dirais qu'au-delà de ça aussi, c'est de travailler beaucoup sur le sentiment d'efficacité personnelle et les choses qu'on a déjà réussi comme équipe pour être en mesure de piloter un nouveau changement. Donc, c'est probablement mes deux cadres les plus officiels. Bon, voilà Caroline Rita Opey ici, donc la communauté française de Belgique. Oui, enchantée. J'ai été très longtemps inspectrice dans l'enseignement et maintenant, disons que je supervise encore quelques écoles dans la mise en œuvre du plan de pilotage qui est la grande nouveauté chez nous et qui est vraiment le grand changement et c'est je pense bien, une révolution. Donc, comment on y arrive? C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'obligations et donc les enseignants se sentent un peu pressés, un peu coincés. Et le cadre est tellement serré dans ce plan de pilotage qu'il y a peu de marge pour la créativité et essayer de mettre en place des choses. C'est très balisé. Donc, ce que l'on essaie de voir en un premier temps, c'est un peu ce que une des intervenantes, je ne sais plus, je crois que c'est Manon qui a parlé de ça, c'est de voir les forces et les faiblesses de chacun, mais à la fois des enseignants, mais aussi de tout ce qu'il y a autour. On a essayé de faire par des documents que les parents disent aussi quelles étaient pour eux les forces et les faiblesses de l'école. Et toute cette analyse des forces et faiblesses mais permet quand même de voir un peu le cheminement que l'on pourrait adopter pour accompagner ce changement de la manière la plus efficace possible, évidemment. Merci beaucoup pour ton témoignage. Donc, pour resituer, les plans de pilotage en Belgique, ce sont les projets éducatifs dans l'enseignement public du Québec, donc avec ces plans d'action très précis et balisés du moins dans la procédure. Oui, et avec des objectifs chiffrés, tu vois. C'est la même chose au Québec. C'est pour ça que je resitue. Et oui, je sais. Le pilotage par les résultats. Voilà.
gestion par les résultats ou axée sur les résultats. Mais très bien, on a peut-être fait un tour d'écran. Natacha, si tu as réglé ton problème de micro, peut-être pour le deuxième round, là, tu pourras intervenir par après. On va permettre à Roula et Maud peut-être de nous faire part des données de recherche qu'elles ont pu mener dans le cadre de leur doctorat, je pense. Alors, je vais repartager mon écran pour pouvoir c'est bien ça. Je vais mettre en présentation parce qu'ils nous ont fait de superbes passages. Voilà, la gestion du changement entre émotion et leadership, c'est la thématique, c'est leur thématique. Je leur laisse la parole. À vous. Alors, merci beaucoup, Caroline. Bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir, Maud et moi, d'être parmi vous aujourd'hui. On peut passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. C'est très intéressant, toutes vos interventions. Ça vient quand même compléter ce qu'on a travaillé, Maud et moi. Et ce qu'il faut retenir au départ, c'est que le leadership des directions d'école au Québec, c'est basé surtout sur le leadership pédagogique au départ. Parce qu'en fait, après la réforme, il y a eu toute l'histoire de la gestion axée sur les résultats qui est fait naître comme le leadership pédagogique pour superviser, disons, tout ce qu'on peut mettre en place pour la réussite de tout le monde. Mais à la suite des changements qu'on a subis dernièrement, il y a eu plusieurs changements au niveau de la gestion de l'éducation. Ce changement-là a forcé les directions à être plus flexibles, plus créatifs et à aller chercher vraiment leur équipe, à mobiliser leur équipe. Ceci dit, ça n'empêche pas que tout ce changement qu'on est en train de vivre et que les directions d'école sont en train de vivre chaque année et chaque minute et au quotidien, ça peut vraiment mener ces directions-là à vivre du stress, de l'anxiété, de la peur, des doutes, à abandonner parfois, du burn-out, etc. D'où la notion de leadership transformationnel qui commence à prendre place de plus en plus, en fait, dans la gestion de l'éducation. On a beaucoup parlé de leadership pédagogique, éducationnel, etc. Mais maintenant, on voit de plus en plus comme Liz Wood et ses collaborateurs, et même Alinger 2012, il commence à dire qu'il nous prend un leadership transformationnel. C'est bien un leadership pédagogique, mais vu qu'on vit dans un contexte de changement, c'est un style de leadership qui va permettre de surmonter des obstacles, de nouer des relations, parce qu'il y aura de la tension dans un contexte de changement, de faire face au changement, c'est-à-dire être capable vraiment de diminuer mon stress et mon anxiété, de soutenir et stimuler, on va le voir plus tard dans les autres diapos, ça va permettre à mener notre équipe à trouver la solution s'il y a un changement. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour réussir ce changement-là? Et en plus, c'est un style de leadership qui a un haut niveau de compétences émotionnelles. Plusieurs études ont fait le lien entre leadership transformationnel et compétences émotionnelles. Ceci dit, ce style de leadership, il va quand même nous aider comme direction à commencer à faire face au changement. Voilà, donc le leadership transformationnel, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un processus d'influence qui va engendrer les actions du leader auprès de certaines unités de l'organisation et à différents niveaux. Et en éducation, c'est un leadership qu'on va retrouver plutôt en Amérique du Nord. Burns dit dès 2010 qu'en fait, c'est un leadership qui est désormais privilégié. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de sortir des fonctionnements classiques et d'amener un changement dans les façons de penser ou d'agir des subordonnés ou des employés ou de l'équipe école. Et ainsi, ces subordonnés vont devenir par eux-mêmes des leaders et des agents de changement lors des transformations. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au-delà de gérer un changement, d'être le leader de ce changement, eh bien, par le charisme, la stimulation intellectuelle ou la reconnaissance personnelle, qui sont toutes trois des dimensions, des facteurs de la dimension transformationnelle du leadership transformatif,
Eh bien, par ces facteurs-là, en fait, le leader va devenir un modèle pour les employés, pour les subordonnés, l'équipe école. Il va avoir une influence, il va permettre en fait une forme d'idéalisation des subordonnés et permettre de dynamiser cette créativité et cette motivation chez l'équipe par des challenges, par du travail significatif, par une augmentation de la motivation, par une stimulation intellectuelle, donc avec où on va pouvoir augmenter les efforts des individus, mais aussi reconnaître leur travail, reconnaître leur individualité et l'ensemble des comportements qui vont aussi permettre de s'attarder sur un certain nombre de besoins, que ce soit les besoins du leader en tant que tel et les besoins de tous les subordonnés. Tu peux passer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette dimension transformationnelle, elle va permettre de reconnaître les besoins, de développer le potentiel de toute l'équipe en période de transformation, mais aussi sur le long terme, de décupler la motivation, de permettre aussi d'être plus proactif, d'être en mesure de prendre davantage de risques et donc aussi d'assimiler le changement de façon différente. On le verra aussi plus tard dans quelques dias par rapport à la résistance au changement, mais ça fait partie, la prise de risque, des éléments qui vont venir freiner les actions de l'individu lors d'un changement. Et puis, il y a tout ce processus d'influence, un peu un effet tache d'huile au final, où on va finir par réussir à dégager autour de nous une forme d'aura qui amènera les individus à changer, à comprendre les raisons du changement, parce qu'il y a beaucoup de résistance qui se crée, non pas parce qu'il y a un changement, mais simplement parce qu'on ne le comprend pas, et donc aussi de devenir une source d'inspiration et d'engagement. Tu peux passer. En 2021, j'ai mené une étude auprès de 400 directions d'école et puis en faisant le lien entre comment vraiment utiliser un style de leadership qui peut m'aider à réussir le changement. Et puis, c'était le leadership transformationnel qui ressortait le plus. Il ressortait à travers 4 points, 4 dimensions. Dans un contexte de changement, tout d'abord, les directions d'école, ils cherchent à stimuler leur équipe. Ils leur proposent des défis et ils leur mènent à rechercher des solutions. Dans ce cas-là, ce n'est pas juste la direction, le gestionnaire qui va trouver seul la solution. Au contraire, en équipe, ils vont penser ensemble, c'est ça la créativité, pour trouver une solution afin de réussir ce qu'ils doivent mettre en place. Deuxième point, c'était la reconnaissance personnelle. Une fois qu'ils vont réussir à faire face à un changement ou bien trouver une solution, ils vont vraiment aller reconnaître les besoins spécifiques de chaque personne et du contexte, dans le sens que voici la solution, mais voici ce qu'on a besoin pour réussir. Ensuite, il va encourager et inspirer. Alors, il leur lance des défis, il reconnaît les besoins, il les encourage. Bravo, on va continuer, il les inspire, il est, comme elle vient de dire, Maud, il va créer un aura autour de lui pour inspirer le groupe, pour mobiliser toute l'équipe et il va venir à la fin valoriser tous les efforts. Alors, le changement, dans ce cas-là, il sera comme une disposition de réussite et non pas de tension. C'est comme une opportunité d'aller vraiment reconnaître les efforts de l'équipe, chercher la créativité de l'équipe et de plus reconnaître les besoins spécifiques de l'organisation. Passe. Ok, merci beaucoup pour cette première question. On a bien vu quel type de leadership accompagne le changement. On va passer à notre deuxième point qui suit. La première, on est tout en cohérence. Et celle-ci, ben voilà, on va s'intéresser particulièrement au rôle des émotions dans la réussite du changement. Et je vous écoute sur ce point-là. Pour vous, que se passe-t-il au niveau des émotions dans l'accompagnement du changement quand on met en place un leadership qui, semble-t-il, est particulièrement caractérisé autour d'un modèle de leadership transformationnel ou dans le changement. Je ne sais pas si Roula ou Maud, vous voulez reformuler la question.
En fait, dans un contexte de changement, eh bien, on va vivre plusieurs émotions, soit positives, soit négatives. Alors, à votre avis, ces émotions-là ont-ils un rôle à jouer pour réussir ce changement-là? Et de quelle manière et comment est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour les mettre en avant et favoriser la réussite du changement? Il y a quelques pistes qui ont été déjà fournies hein, dans les interventions précédentes, mais on vous écoute à nouveau. Il y a un micro ouvert avec du bruit d'ambiance, on va dire. Peut-être l'éteindre. Mais je vous invite à prendre la parole. Je vous permets de le faire. Merci. Une expérience sur émotion et accompagnement du changement. Oui, Manon, je t'en prie. Moi, je vois deux choses au niveau des émotions. Il y a celle du leader lui-même à l'intérieur de ce changement-là. Donc, la posture qu'il va adopter, sa capacité de lire les situations, bref, son intelligence émotionnelle va venir beaucoup permettre à l'équipe soit d'avancer ou soit de stagner. Et je pense que la connaissance du mécanisme de transition dans un changement est aussi très importante. Quand on va vers un changement, il y a un processus de deuil par rapport à quelque chose qui s'enclenche. Il faut accompagner ce processus-là. Louis-Simon avait écrit un très beau texte d'ailleurs à cet égard-là, la transition, un changement qui vient de l'intérieur. Donc, moi, je m'inspire beaucoup de cet écrit-là là, pour accompagner le changement. Merci. Je peux peut-être faire témoigner en tout cas d'une expérience qui va dans ce sens-là. Donc, avant de m'en venir au Québec et d'être professeur à l'Université de Sherbrooke, je l'étais à Louvain, mais entre-temps, j'ai passé un peu comme Manon 4 ans dans un ministère. J'espère que Rita Opé ne va pas m'en vouloir, mais j'étais au centre de la cellule qui a mis en place vraiment cette vaste réforme en Belgique francophone qui revoit tous les champs de l'éducation. On fait une réforme systémique qui parle des parcours, de la gouvernance, parcours des élèves, des curricula, enfin, les carrières enseignantes, direction, tout a été mis sur la table, on va dire, en même temps. Et puis, on a programmé ça dans le temps. Quand ça a été lancé, je me suis retirée. Et donc, j'étais responsable de ce qu'on j'ai voulu mettre en place, qui était une gestion participative du changement, mais là, avec un système entier, donc 100 000 enseignants, notamment des parents, des élèves, des directions, etc. Et dans l'expérience, c'est là que je veux venir, parce que vous voyez le truc, l'idée, c'était pour, pas contourner le changement, mais en tout cas pour aligner davantage le changement ou pour permettre aux personnes de recevoir et d'adhérer à ces changements. Mais moi, je me suis servi d'une autre théorie sur les légitimités et Maud en a fait écho notamment. Il faut comprendre les choses et bien les comprendre et parfois il y a des malentendus. C'est une légitimité qui est un peu cognitive. Là, est-ce que c'est légitime ces changements? Si je les comprends bien, ça se rend plus légitime. Il y en a une pragmatique au sens auquel les enseignants sont très sensibles. Là, si ça marche, ils adhèrent. Légal réglementaire, si c'est la loi, j'adhère, au contraire, je rejette. Je vais plus vite, là, au niveau des valeurs, là, si ça me touche dans mes valeurs, etc. Et mais moi, ce que j'ai vraiment constaté à ce moment-là, et j'essaie de le documenter, c'est au niveau affectif, émotionnel. Donc, j'ai travaillé avec deux ministres, vraiment 2 ministres, et souvent, ils avaient le même langage, puisque ce sont les conseillers en général qui travaillent les questions et les réponses aux questions qui sont posées. Et puis, il y a toute une équipe derrière. Mais quand la 2e ministre, qui était ancienne enseignante, est arrivée au poste, ce qu'elle disait était d'emblée plus vite et mieux accepté, alors qu'au niveau des paroles, c'était exactement la même chose. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose d'affectif, émotionnel qui joue, qui fait que les enseignants, le corps enseignant en direction accepte davantage parce que c'est une personne ou par sa manière d'être, qui était tout à fait différente que la première. La première était plutôt en ligne, une personne dure, une politicienne qui savait dire non, on va dire, on l'appelle Madame Non.
et la deuxième plus douce, plus tapis à fleurs, etc. Et donc, je me dis que dans l'affectif, là, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas si on a un troisième témoignage, on a encore quelques minutes. Je vais peut-être recentrer un petit peu et vous demander vraiment, au-delà de l'affectif, est-ce que vous seriez en mesure de nommer certaines émotions bien particulières que vous vivez lorsque vous vous situez dans un changement, que ce soit en tant que leader de ce changement ou en tant que personne qui le vit en tant que tel, et non pas de sortir un peu de cette question de l'accompagnement au changement, mais vraiment d'expliciter quelles sont les émotions que vous ressentez ou que vous vivez. Ou dans des témoignages peut-être, des émotions qu'on a vues vivre ou... Oui, Alain. Bonjour, je suis Alain Huot, je suis professeur en administration de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Cette question-là sur l'émotion que je vis en tant que leader, que directeur de programme ou même que victime du changement, des fois, souvent pour moi, ça vient avec une certaine fébrilité en termes d'émotion. Je travaille beaucoup les notions d'amélioration continue, donc pour moi, je vois le changement souvent comme une façon de s'améliorer. Je suis conscient que ça peut avoir des enjeux organisationnels et opérationnels, mais la plupart du temps, pour moi, le changement, c'est une occasion que je trouve agréable. Merci. Merci. Oui, Emmanuel Martin-Jean. Bonjour, Emmanuel Martin-Jean. Je suis candidat au doctorat à l'UQTR, avec le doctorat de réseau en éducation, mais j'ai aussi une entreprise de consultation en inclusion accessibilité en éducation. J'ai travaillé avec diverses directions des études, direction générale du collège de cégep ici au Québec. Puis, j'ai déjà occupé un poste donc, de direction des études aussi. Mais là, dans le fond, mon commentaire va peut-être plus se centrer autour de l'accompagnement de personnes gestionnaires de direction, justement en lien avec l'inclusion et l'accessibilité, et en lien justement avec les réactions au changement. Ce que j'ai souvent remarqué chez les personnes gestionnaires, il y en a certaines qui, oui, vont vivre des émotions, mais beaucoup vont masquer ces émotions-là et donc vont en public afficher une aura de calme, de contrôle, d'assurance, mais dans le fond, aussitôt qu'on gratte un peu, aussitôt qu'on pose des questions qui sortent de leur expertise ou de leurs compétences ou de leur sentiment de compétence peut-être aussi, dans le fond, il y a une grosse résistance et cette résistance-là va apporter parfois des réactions de fermeture ou encore d'ostracisation des éléments questionnants. Parce que moi j'ai déjà questionné et j'ai déjà reçu ce genre de commentaires-là, mais j'ai vu d'autres personnes également beaucoup plus douces que moi dans leurs commentaires et qui, elles aussi, se faisaient soit rabrouer ou minimiser leurs considérations ou encore on plaçait ça. Donc, ce que je voudrais amener justement, c'est ce petit focus-là sur non seulement l'émotion, mais le masquage des émotions des personnes en situation de pouvoir. Merci bien. Je vais peut-être lire le commentaire de Natacha Bacher qui nous a déposer un commentaire. Donc, la gestion des émotions me semble fondamentale pour un leader en éducation. Tout est émotif dans une école. Les émotions qui reviennent souvent de la part des intervenants face au changement sont la peur d'être en surcharge ou lourdeur, de perdre son autonomie professionnelle ou un sentiment de ne pas être pris en compte. Merci beaucoup, Natacha, d'interagir malgré les difficultés techniques. On y parvient. S'il n'y a pas d'autres témoignages, on aura encore un moment d'échange plus tard. On va écouter nos deux conférencières sur la question. Je repartage l'écran.
Et je vais chercher mon PowerPoint. Alors, quel est le rôle des émotions dans la réussite du changement? Et oui, comme vous pouvez le noter, on tourne bien autour du sentiment d'efficacité. Vous l'avez mentionné, Madame Fortin, au début, dans la première partie. Ça a été répété, ou en tout cas, certains éléments de ce sentiment d'efficacité ont été mentionnés dans les dernières interventions. Finalement, ce sentiment d'efficacité, si on revient un peu à la base, hein, c'est la croyance de l'individu en sa capacité à organiser, exécuter une certaine ligne de conduite pour produire des résultats qui sont attendus ou souhaités. Et dans le cadre d'une direction d'établissement, eh bien, on parle de plan d'action, hein, plan d'action de l'établissement. C'est Chanel, Moran et Garay qui sont intéressés à ce sentiment d'efficacité assez spécifique, puisqu'on le sait, le sentiment d'efficacité, selon Bandura, doit être adapté au milieu dans lequel travaille l'individu ou dans le milieu auquel on s'intéresse à tout le moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va traiter de la capacité à contrôler les événements et les comportements qui vont affecter les activités professionnelles. Et ce sentiment d'efficacité, on sait qu'il est constitué de 4 sources. Et dans ces 4 sources, il y a les états physiologiques et émotionnels. Et en quoi est-ce que ça rejoint finalement les paroles qui ont été mentionnées juste avant? Eh bien, c'est que finalement, ces émotions, elles ont, cet état physiologique va avoir un impact sur la façon dont on va être en mesure de réaliser une certaine tâche, la façon dont nous serions en capacité de réaliser une certaine tâche, et on va se baser sur notre battement de cœur, notre sueur, des tremblements aussi, cette moiteur, cette fébrilité dont Alain Hulot parlait juste avant, c'est parfois aussi des éléments qui peuvent être finalement, pour l'individu, être perçus comme un signe d'échec ou de vulnérabilité face à la tâche qui nous attend. Et donc, irrémédiablement, avoir un impact sur la réussite. Et en même temps, eh bien, le sentiment d'efficacité va aussi avoir un effet sur les émotions, à la fois sur la nature et l'intensité de ces émotions-là. Donc, de quelle manière est-ce qu'on va se représenter, se souvenir de façon bénéfique ou émotionnellement perturbante ce qu'on a déjà vécu lorsqu'on a mis en place un changement, et aussi de prendre en considération la façon dont on peut réguler ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, pour soutenir des actions qui vont permettre de transformer un certain environnement, donc de transformer un plan d'études, un plan d'action d'un établissement et obtenir quelque chose qui correspond à ce qui est attendu. Et c'est là, en fait, qu'il va falloir réussir à modifier aussi son potentiel émotif par le sentiment d'efficacité, donc tout en se sentant efficace à gérer un quelconque changement. Donc, évidemment, c'est toute une ligne de conduite à mettre en place qui est relativement importante et qui va avoir un impact effectivement sur les compétences émotionnelle de l'individu, sur l'intelligence émotionnelle et aussi sur le sentiment de compétence en tant que tel, puisque ce dernier est relié au sentiment d'efficacité. Tu veux passer? Effectivement, le sentiment d'efficacité, c'est une dimension des compétences émotionnelles. Comme ils l'ont mentionné tantôt, Natacha et Emmanuel, les directions d'école, ils font face, par exemple, à de la peur, du stress. Ils vont vivre des émotions négatives, mais ils ont peur de les montrer. Ils ont peur de dire « Ah, je suis faible, je ne suis pas capable de le réussir », parce qu'il y a toute cette aura autour du leader qui doit rester fort. Mais montrer ses émotions, c'est la force d'une direction d'école, dans le sens que je dois montrer une émotion, même si négative, mais d'une manière constructive. Exemple, se distancier de ses émotions et celles des autres afin de prévenir des conflits. La première chose qui ressort dans la résistance au changement, dans la peur du changement, c'est il faut que je me distancie de la peur des autres, de l'anxiété des autres, des doutes des autres et des miens aussi. Pourquoi? Parce que ces émotions-là, soit positives ou négatives, ils vont venir affecter, ils vont avoir de l'influence sur mes décisions et sur le choix des solutions parfois. La deuxième chose, c'est reconnaître ces émotions positives, négatives, ainsi qu'à identifier celles des autres. OK, je ne peux pas dire comme gestionnaire, comme leader, dire « Ah, OK, ben, tu as peur, ben, ça va bien aller et tout ça. » Non, ton équipe a peur, tu as peur, OK, qu'est-ce qui vous fait peur?
Nommez-moi qu'est-ce qui vous fait peur actuellement. Est-ce que c'est le changement? Est-ce que c'est le projet? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les élèves? C'est très important de aussi nommer quelle émotion je vis. Est-ce que je vis une émotion de dégoût? Je n'ai pas envie de vivre ce changement. Est-ce que doute? Alors j'ai des doutes, je n'ai pas les compétences nécessaires pour réussir ce changement. Surmonter des situations difficiles. Quand j'ai des compétences émotionnelles, les compétences émotionnelles, en fait, c'est le fait de reconnaître, comprendre, exprimer, utiliser et réguler mes émotions et celles des autres. Alors, quand j'ai ces compétences-là, je suis capable de surmonter des situations difficiles, la panique, la crise, le conflit, etc. Et percevoir ces émotions dans le sens que les distinguer afin de les réguler. Alors, maintenant, je suis en colère, je n'ai pas envie de faire ce changement, je me retire. Une fois que je me retire, là, je vais commencer à gérer qu'est-ce qui ne va pas. Alors, les émotions ont une place très importante dans la gestion du changement. Si je sais bien les réguler, si je sais bien les utiliser, je vais vous donner un exemple d'utilisation. Exemple, quand on parle d'utilisation des émotions des autres, c'est dans le sens l'humeur. Si mon équipe est dans une bonne humeur aujourd'hui, je vais profiter de cette émotion positive pour le mobiliser autour du changement. Alors, si je suis capable vraiment de reconnaître mes émotions et des autres et de mettre en place toutes les stratégies nécessaires, dans ce cas-là, les émotions vont être une force pour pouvoir surmonter tout ce qui est changement. Merci, Caroline. Merci beaucoup pour ce point qui stabilise et nous permet de mettre tout ça en ordre et donner ainsi un guide d'une certaine manière pour bien comprendre toute cette dimension. On arrive à notre troisième question et c'est vous qui allez enchaîner dessus. On va changer la dynamique, on va vous écouter et puis on réagira et on commentera votre propos. Je vous laisse donc la parole. Oui, merci. Donc, tu peux passer la dia. Donc, la question sera, pardon, excuse-moi Caroline, quel est l'élément qui permet de développer vos compétences à la gestion de changement si on devait en choisir qu'un? Parce que voilà, c'est celui qui nous paraît le plus pertinent, mais bien évidemment que nous avons conscience qu'il y en a d'autres. Tu peux passer la dia cette fois. Merci. Donc, pour ma part, ma thèse de doctorat portait entre autres sur le leadership transformatif, le sentiment d'efficacité, mais aussi la résistance au changement. Vous avez devant les yeux une partie du modèle d'OREG, OREG 2003 pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, qui traite notamment de la disposition à résister. Alors, qu'est-ce que c'est que cette disposition? Eh bien, c'est une façon dont la personne évaluerait le changement par un individu, mais au-delà d'un changement en particulier, ce serait l'ensemble des changements. Donc, c'est au final un trait de personnalité qui reflète une forme d'attitude généralement négative à l'égard d'un changement quelconque et donc une forme de disposition à l'éviter ou à y résister. Cette disposition à résister au changement, elle est composée de 4 dimensions. Donc, la recherche de routine qui représente la façon dont l'individu va percevoir les routines, et la recherche d'environnement stable, donc tout ce qui pourrait venir modifier son comportement journalier serait passible de créer une forme de résistance chez l'individu. On a également cette réaction émotionnelle, donc l'ensemble des réactions qui sont liées au changement qui est imposé, comme le fait de se sentir stressé. Donc là, on est clairement dans la question de l'émotion. Mais pas que, parce que finalement, il y a aussi la focalisation à court terme où on va plutôt s'intéresser aux préoccupations qui sont vécues par l'individu sur le fait de s'intéresser uniquement aux inconvénients immédiats qui vont eux aussi créer du stress plutôt que les bénéfices qu'on pourrait en tirer sur le long terme. Et puis, cette rigidité cognitive qui, elle, se caractérise par une forme d'entêtement et de réticence à envisager une quelconque nouveauté, de nouvelles perspectives que le changement en tant que tel pourrait amener. En quoi tout cela est pertinent? Eh bien, finalement, cette disposition à résister au changement, elle permet d'avoir un autre regard sur la résistance au changement en général, puisqu'elle s'intéresse directement à l'individu, alors que la plupart des recherches vont s'attarder plutôt sur le changement en soi et non pas sur la façon dont l'individu va le percevoir.
cette disposition à résister au changement, elle permet aussi, à l'aide du cadre de Bareil, par exemple, qui s'intéresse aux préoccupations à l'égard du changement, de venir comprendre par quel chemin l'individu doit passer pour réussir à démonter les obstacles liés au changement. On peut passer la dia. Merci. Vous avez devant les yeux une partie des résultats de ma thèse. C'est bien une petite partie qui a été choisie vraiment pour le bien de cette présentation, puisque l'ensemble des données n'est pas présent ici. Vous avez en fait l'ensemble des liens corrélationnels entre les différentes variables qui ont été testées. Qu'est-ce qui est intéressant et significatif finalement dans ce tableau, c'est de voir que les dimensions liées à la résistance au changement sont liées de manière négative la plupart du temps aux dimensions et aux facteurs des dimensions du sentiment d'efficacité et du leadership transformatif. Où est-ce qu'on va par là? Eh bien, ces données, elles permettent de mettre en avant le fait que la formation des directeurs d'établissements d'enseignement est fortement à considérer dans la formation à la gestion au changement. Pourquoi? Parce que en valorisant la formation sur le sentiment d'efficacité ou le leadership, eh bien, on s'aperçoit qu'en augmentant la capacité des individus à se sentir efficaces, à se sentir en tant que leader transformatif qui mettra en place des changements, eh bien, on arrivera à diminuer, entre guillemets, j'esquisse des gros traits, hein, mais à diminuer cette résistance au changement. Donc, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Eh bien, il s'agit de valoriser l'insertion professionnelle, notamment via les expériences vicariantes du sentiment d'efficacité de Bendoura. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place ces expériences vicariantes? Eh bien, on le disait, il y a plusieurs outils, mais notamment un en particulier, c'est-à-dire le mentorat. Et je vais te demander de passer à la dia suivante, Caroline, s'il te plaît. Merci, Maude. Alors, pour ma part, au cours de ma thèse, je suis allée chercher en fait le lien entre le mentorat, les compétences émotionnelles et le style de leadership de direction d'école. Et puis, face au changement, plus on reçoit du mentorat, une mentorat dans lequel je suis capable de développer des compétences émotionnelles, plus je développe mon leadership transformationnel. Alors, le modèle que je présente ici, c'est le modèle PRMD, c'est les pratiques relationnelles reçues lors du mentorat par les directions d'école. C'est un modèle que j'ai fait lors de ma maîtrise en 2015. Et puis, pour aller plus loin, j'ai pu comme éprouver vraiment ce modèle-là qui m'a permis d'aller chercher les liens. Les 5 pratiques qu'on trouve dans ce modèle-là sont le coaching, l'encadrement professionnel, le counseling, le tutorat et la supervision. Et puis, si on regarde bien les liens, on voit que quand une direction d'école reçoit du coaching, par exemple, dans ce modèle-là, est capable de développer ses compétences émotionnelles, personnelles, soit, et en même temps, elle peut quand même avoir une attitude de récompense contingente envers son équipe. Je reçois du coaching, je suis plus charismatique. Je reçois du coaching, je stimule. Si je reçois du counseling, par exemple, le counseling, c'est la partie où on parle des besoins spécifiques personnels avec notre mentor, parce que le mentor, il peut jouer ces 5 rôles-là selon les besoins de chaque direction. Dans le counseling, le mentor va m'apprendre à développer des compétences émotionnelles soi et les compétences émotionnelles des autres. Alors là, je reçois du counseling. Ce qui se passe, c'est que plus je développe des compétences émotionnelles et dans le cadre de gestion de changement, plus je vais utiliser mon charisme, plus je vais stimuler, plus je vais reconnaître les besoins. Alors, pour répondre à Emmanuel, c'est dans l'accompagnement qu'on peut vraiment réussir un changement. Et ce n'est pas n'importe quel accompagnement. Ça prend vraiment un modèle, ça prend vraiment des dispositifs de soutien qui vont aller chercher des émotions, parce que c'est les émotions qui bloquent parfois dans la résistance au changement et qui vont permettre de mettre en place un leadership plus créateur, plus qui cherche les défis, plus qui prend des risques, disons, audacieux, qui est le leadership transformationnel. Je passe. Oui.
Voilà, on arrive au bout de notre présentation. Donc, si on devait retenir 3 points finalement de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, qui est une petite partie de nos travaux respectifs, et bien sûr, on reste à votre disposition si vous souhaitez avoir des informations sur l'un ou l'autre cadre ou nos recherches en cours en commun également. Eh bien, le leadership transformationnel ou transformatif et le sentiment d'efficacité sont liés à la résistance au changement. Vous l'avez vu notamment avec les résultats. Un haut niveau de compétence émotionnelle permet de gérer le stress et les doutes liés au changement. Donc, par conséquent, c'est une compétence qu'il y a lieu de développer à tout prix lors de la formation, notamment des directions d'établissement, mais aussi, je pense, des différents membres des commissions, enfin des centres de services scolaires et autres. Et puis, le mentorat, qui est un dispositif d'accompagnement qui est à considérer lors de l'implantation d'un changement, notamment pour travailler via ses compétences émotionnelles. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention et bien sûr, nous avons hâte d'avoir vos retours par rapport à notre proposition. Elle a leur adresse, mais on peut toujours les trouver avec, à travers l'adhéré. On arrive au moment de la synthèse, mais avant celle-là, peut-être nous faire part des exemples de situations qui rejoignent un peu les conclusions que Maud et Roula nous ont proposées dans ce dernier set, là, centré sur les émotions et surtout sur les relations entre les différents types de leadership et résistance au changement ou dépasser ces résistances au changement sur cette dimension émotionnelle. Alors, je ne sais pas, au niveau du mentorat, notamment, comme dispositif d'accompagnement, est-ce que vous avez des expériences à nous partager? Ou est-ce qu'il y a des choses qui se confirment ou des questionnements que vous avez autour de ces 3 propositions qu'elles nous ont retenues? Je vais arrêter mon partage pour voir et vous écouter. À vous la parole. C'est vrai qu'après tout ça, il faut l'ingurgiter. En tout cas, merci beaucoup et bravo, Roula et Maud, parce que ces 2 thèses, c'est des travaux séparés. Là, vous les avez présentés comme en tout, c'est de manière très articulée, le tout dans un timing serré. Ça, tout ce temps-là que j'occupe, là, ça permet aux personnes de réfléchir et de penser à ce que vous pourrez commenter sur cette belle proposition. Alain, je te donne la parole. Merci. Je ferai du pouce sur la 2e question concernant le haut niveau de compétences émotionnelles qui permet vraiment de faire la gestion. Je pense que le haut niveau, il va permettre de faire la gestion tant pour le gestionnaire lui-même, mais aussi d'être capable de voir plus facilement les émotions des gens qui participent aux différents changements ou qui le subissent, là, parce que des fois, c'est plus le subir que le participer. Mais je trouve que c'est une belle compétence qui permet vraiment d'aller jouer sur ces 2 plans-là par rapport à d'autres compétences de communication, par exemple, où c'est plus la personne est bonne soit pour parler, soit pour entendre ou un peu des deux, mais elle a du pouvoir plus sur son bout à elle, tandis que la compétence émotionnelle, elle permet vraiment une compréhension mutuelle. Fait que de ce côté-là, je trouve que c'est une compétence qui est vraiment intéressante à développer à haut niveau pour l'ensemble des gestionnaires dans le milieu de l'éducation. Merci Alain pour cette réflexion. Je donne la parole à Emmanuel qui a levé la main. Oui, merci. Donc, ça, c'est peut-être en deux parties. Premièrement, c'est ça, moi, dans l'exercice de mes fonctions, quand j'étais à la direction des études, justement, j'ai bénéficié de soutien, de support de ma communauté, de mentors, de personnes que je connaissais. Donc, étant tout petit dans le milieu, j'avais pas justement cet ego-là. Je suis allé chercher de l'aide partout où je pouvais pour m'accompagner là-dedans et ça m'a permis de passer à travers des gros processus ministériels, des gros enjeux, puis d'accompagner les profs à effectuer un changement aussi.
Par contre, maintenant, dans l'exercice de mes fonctions présentement ou quand je suis sur des comités de programme, et c'est là peut-être la deuxième partie de ma question, j'ai l'impression que ce mentorat-là doit quand même venir du gestionnaire lui-même et non pas comme recommandation. Puis c'est peut-être là où il y a peut-être un enjeu parce que parfois certaines personnes en position de pouvoir ont besoin de ce soutien-là, de cet accompagnement-là, ou même juste d'avoir quelqu'un pour avoir des réflexions à cœur ouvert et justement, les relations font pas toujours que c'est possible de suggérer ces choses-là ou peut-être que des fois, il y a des enjeux justement d'autorité qui amènent ça. Donc, si vous pouvez entendre un peu là-dessus, si vous avez des pistes, ça serait très apprécié pour les accompagner vers pas sur cela. Merci Emmanuel pour la question, c'est très pertinent. C'est pour cela que dans la recommandation que j'ai fait quand j'ai sorti ma thèse, là, c'est de former des mentors et d'avoir des programmes de mentorat formels et non pas informels. C'est pour cela qu'actuellement, ce modèle de PRMD est mis en place dans un centre de service. Et puis, je suis en train de former les mentors à développer tout d'abord leurs compétences émotionnelles pour pouvoir comprendre les compétences émotionnelles des mentorés. Alors, ça prend une décision politique organisationnelle. Alors, c'est l'ADG du centre de service qui veut travailler. Alors, les enjeux sont là. Tout d'abord, ça doit prendre une culture organisationnelle, une décision politique dans le sens, c'est ce que je veux, c'est ma vision. Je veux développer des gestionnaires qui ont un haut niveau de compétences émotionnelles. Je veux développer leur leadership transformationnel. OK, qu'est-ce que je mets en place? Un programme de mentorat. Alors, pour répondre à ta question, tout d'abord, ça doit être une volonté collective, de un. De deux, une décision aussi de la haute direction. Et de trois, c'est ce qui est sorti dans mon étude et l'étude à Maud. On recommande fortement de prendre en considération tout d'abord les compétences émotionnelles dans la formation des gestionnaires. Et de deux, que le mentorat soit pris au sérieux dans le sens mettre en place des programmes de mentorat. Parce que parfois, le mentorat, c'est un peu informel et je ne sais pas qu'est-ce que je travaille avec mon mentoré. Tandis que quand c'est formel, tu développes tous les mentors, tu mets un programme. Là, au bout de 3 ans, tu vas voir les fruits et ça va permettre la stabilité aussi et renforcer les relations dans l'équipe. J'espère que ça répond à ta question. Merci beaucoup, Roula. Je vais te donner la parole à Manon, qui avait levé la main également. On arrive tout doucement. Mais je pense que ça nous ramène tout ça aussi à toutes les dimensions du climat scolaire quand on arrive en contexte de changement. Donc, climat scolaire qui est un facteur de bien-être. Donc, si le climat scolaire est sain, si les gens se sentent à l'aise, s'il y a des bonnes pratiques collaboratives, bref, si tout est bien ficelé autour d'un climat scolaire qui permet à chacun de se sentir bien dans son milieu, bien, à quelque part, on va arriver beaucoup plus facilement à faire de la gestion de changement. Donc, climat scolaire, gestion des compétences émotionnelles. On en parle maintenant beaucoup dans la stratégie bien-être du ministère. J'ai participé à l'écriture, donc toute la dimension du bien-être donc, est hyper importante, autant pour les enseignants, autant pour l'ensemble du personnel, pour les élèves, mais aussi pour les gestionnaires. Donc, et pour que des gestionnaires soient bien, bien, il faut effectivement qu'eux aussi soient placés dans un environnement où le climat est bon, où il y a un niveau de confiance qui est élevé, où est-ce que leur sentiment d'efficacité personnelle est bon, où est-ce que leurs compétences sociales et émotionnelles sont bien, et à la toute fin de tout ça aussi, où est-ce qu'on a une santé mentale positive, donc une capacité à être capable de faire face à des défis avec une certaine résilience, de prendre ce qui nous arrive, puis d'adopter la posture nécessaire pour le faire. Donc, je pense que tous ces aspects de compétences sociales et émotionnelles-là sont à développer à partir de l'école primaire jusqu'à la formation de nos gestionnaires. Et c'est comme ça, à quelque part, qu'on va arriver à gérer davantage les changements dans nos organisations. Merci beaucoup. Excuse-moi, Caroline, pour faire du sur ce que vous venez de dire, Madame Fortin, sachez que Roula et moi-même menons actuellement une recherche
sur le développement du bien-être des directions d'établissement. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous souhaiteriez rejoindre la recherche, hein, parce que c'est une recherche en design thinking, donc où les partenaires sont plus que partie prenante, c'est eux qui développent leurs propres outils au bien-être. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Merci Maud de le pointer, c'est important de faire appel là. C'est un endroit, hein, ce webinaire, on peut parler, discuter, échanger autour de nos projets, même si on a un sujet particulier, c'est tout à fait lié. Donc, je dois clôturer. Là, il nous reste 1 minute pour, dans ce webinaire et respecter votre temps et vos agendas. Peut-être quand même, d'abord remercier de nouveau Rola Chetty et Maud Loiseda de nous avoir fait ça en main de maître sur un sujet significatif, articulé, cohérent, d'actualité. Je trouve que ça a donné lieu à beaucoup d'échanges et donc c'est un signe de qualité. Merci à vous aussi d'avoir participé, c'est-à-dire avoir pris part à la conversation. Je vais prendre juste 1 minute pour vous présenter le prochain webinaire. Donc, suivez à l'écran, suivez sur les réseaux sociaux les activités de l'ADERE, donc l'Association pour le développement de l'enseignement et de la recherche en administration de l'éducation. Les webinaires ne sont qu'une des activités qui est organisée par l'ADERE. Donc, voilà, il y a une page, vous la trouverez sur Facebook, vous la trouverez sur Google, vous la trouverez sur LinkedIn. Les membres ont plusieurs avantages. On a avec nous notre président Alain Huot qui organise avec nous, avec Maud et Roula et moi-même, ces webinaires. Le prochain, c'est le 6 février. Ce sera sur la culture numérique avec André Villeneuve qui est avec nous, Dancy Lauzon et sans doute Alain Huot qui est aussi associé à ce projet-là. On a une autre date qui est le 23 mai. On ne peut pas encore confirmer qui et quoi sera préparé. C'est en préparation. Entre-temps, on a une journée scientifique et j'ai oublié d'aller chercher la date parce qu'elle a été modifiée. Je pense que c'est le 3 février, si je ne me trompe pas, là. Et le 9 et 10 mai, on a le colloque à l'ACFAS. Vous voyez beaucoup d'activités en préparation à l'ADERE. On espère vous retrouver. Certaines sont à distance, donc on peut se brancher. Pour l'ACFAS, logiquement, c'est en présence, notamment pour les Canadiens, mais on va tenter, s'il y a des propositions externes à l'appel à publier et à communiquer surtout, mais elle sera en hybride également. Voilà, le temps de parole est passé. Je vous remercie de ce partage. Je vous donne la parole, Roula et Maud, pour clôturer ce webinaire. Maud. Merci à toutes et tous pour votre participation. Roula. Mais merci beaucoup, ça nous a fait plaisir et vraiment, c'était enrichissant, même pour nous, Maud et moi. On se dit à la prochaine. Voilà, l'idée des webinaires, c'est qu'on ait cette conversation. Le discours des chercheurs, des professionnels sont légitimes sur un même pied et on apprend de part et d'autre. C'est le but. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois.